Bonjour, bonjour tout le monde. Me revoilà Grégoire, alias Greg de Greg Whisky Guide. La chaîne française, principalement en anglais, mais de temps en temps aussi en français. Pourquoi de temps en temps seulement? Parce que c'est compliqué pour moi de faire les deux et de faire deux chaînes séparées. Je crois que j'ai déjà expliqué ça, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, donc mon site internet Greg Whisky Guide est en réflexion depuis quelques années parce que déjà c'est fait de manière bénévole par quelqu'un de la famille sur son temps libre, le peu qui lui reste pour faire ça, et c'est un gros boulot parce qu'il y a des centaines de pages à revoir, le portail est obsolète, il faut le refaire pour les téléphones portables, etc. Et on va changer aussi la formule sur un certain nombre de rubriques, ça prend un temps énorme. Voilà, moi je fais d'autres choses parallèlement, donc c'est très compliqué pour moi de gérer ça, au plus sur le côté technique, je suis pas compétent, donc c'est plus le contenu. Mais quoi qu'il en soit, en attendant, chaîne YouTube et compte Instagram, c'est là où je publie le plus sur le whisky et d'autres spiritueux éventuellement. Aujourd'hui, on va parler whisky français, on va parler spécialement aussi whisky d'Alsace, mais pas seulement, parce que voilà, il y a un petit appel à faire avant sur, en général, sur l'actualité. Donc je vais vous donner quelques petites infos et ensuite on va parler de whisky français et alsacien en particulier cette fois-ci. Voilà, donc merci à tout le monde d'avance, et voilà, vous savez, alors moi j'aime pas le faire, beaucoup le font. Si la vidéo vous a plu, je dis quand même ça, certains le disent même pas, mettez un pouce j'aime, voilà, pour dire les choses en français, et puis cliquez sur la cloche de notification pour toute notification si vous êtes au courant des futures vidéos, mais aussi de mes ce qu'on appelle des posts, de mes billets sur la page communautaire. Les gens oublient souvent, mais voilà, il y a ça aussi. Et justement, oui, alors je n'ai pas fait de version française du dernier billet communautaire. Qu'est-ce que j'y disais que j'oublie pas? Grosso modo, je revenais sur mes vidéos à venir. J'ai un programme chargé pour l'année avec voilà, beaucoup de whisky écossais, encore quelques whisky français, des whiskies du monde, il n'y en a pas tant que ça, parce que j'ai quand même pas mal couvert de whisky non écossais ces derniers temps. Voilà, il y aura des blends aussi, et donc oui, il y aura des cognacs et des armagnacs, ce qui me fait la transition. Alors, comme vous le savez, il se passe des choses au niveau de l'actualité politique et économique spécialement actuellement, même si tout n'est pas encore en fonction, si j'ose dire, entrer dans la réalité. Voilà, il y a des déclarations politiques internationales. Sur cette chaîne et sur tous les canaux réseaux sociaux où je peux être identifié de manière claire, voilà. Je ne suis pas censé faire de politique, voilà, vu ma profession, droit de réserve, etc. Donc je ne vais pas aller sur mon opinion politique sur tel ou tel truc, etc. C'est compliqué. Tout ce que je peux dire, c'est que, quelles que soient les origines, le pourquoi du comment, les États-Unis ont menacé d'une politique tarifaire pour les échanges internationaux, et notamment l'importation de nos produits vers les États-Unis, de 200% de taxes. Donc c'est énorme, c'est colossal par rapport à d'autres qui ont eu lieu 25 ou 50%. Et donc bien sûr, oui, le micro est là, bien sûr la France, parmi les secteurs d'activité française qui vont être concernés, il va y avoir les vins et les spiritueux. Alors bon, moi je ne suis pas spécialisé en vin, je suis une chaîne sur le whisky et voire d'autres spiritueux, mais voilà, je voulais quand même parler 3 secondes de ça pour dire oui, le vin se vend, le vin français est très apprécié à l'étranger, etc. Mais, alors, j'ai pas les chiffres là-dessus, j'ai été peut-être un peu léger, mais j'en excuse d'avance, mais il me semble que le vin français, il peut se vendre ailleurs qu'aux États-Unis aussi,
Euh, et qu'est-ce que je veux dire par rapport au vin, je ne sais plus. Bref, il me semble que une question plus critique sur les spiritueux, dont le titrage est plus fort que le vin, donc je sais c'est du tautologie, c'est du truisme, mais le titrage est plus fort que le vin, il ne se consomme pas forcément autant que le vin. Et aussi, alors maintenant, avec toutes les habitudes de conduite, et moi aussi j'appelle à la modération, et ne pas conduire quand on a bu de l'alcool. Moi je dis carrément rien du tout, comme ça c'est plus simple. Ne rien boire avant de conduire. Il y a d'autres possibilités d'être transporté tout en profitant de la vie avec modération. Mais il me semblait, pour ce qui me concerne au niveau de ce que je fais en vidéo, il me semblait que c'était plus critique encore pour le cognac et l'armagnac notamment. Alors bon, donc j'ai regardé les chiffres un petit peu rapidement. Je vais revenir sur des choses un peu importantes. Mes sources pour la partie cognac et armagnac sont les bureaux officiels, le BNIC, le Bureau National Interprofessionnel du Cognac, et pour l'armagnac, le BNIA, qui est l'équivalent pour l'armagnac. Donc qui fournissent en ligne les chiffres que vous pouvez voir aussi. Je ne vais pas rentrer dans la totalité des chiffres, mais dans l'essentiel. Pourquoi donc je parle de ça en préambule? Le whisky, je crois que pour l'instant, c'est que à peine 6%, je crois, sauf erreur. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc si je me trompe, allez voir ces vidéos-là. Il me semble que c'est 6% des whiskies français qui sont exportés à l'étranger. C'est très peu pour l'instant, il faut qu'il y en ait plus. Et je crois que ça monte jusqu'à 10% ou parfois plus pour notre distillerie phare pionnière, donc Warenghem, qui fait les whiskies armoriques notamment, Yonelaise et autres. Donc il me semble que voilà, pour eux c'est important. Et en plus, certaines distilleries françaises de whisky, bon, on y reviendra à d'autres moments, ont une distribution aux États-Unis alors que d'autres n'en ont pas. C'est vraiment dommage de casser un peu cet élan. Et il y a une demande, moi j'ai souvent des gens qui m'interpellent sur le whisky français, des Américains qui me demandent est-ce qu'ils peuvent, ou des Canadiens, est-ce qu'ils peuvent trouver tel ou tel whisky. Là, ça va devenir très compliqué. Mais le cognac, j'insiste, alors bon, je montrerai après deux cognacs que j'ai choisis, on va pas les déguster aujourd'hui, mais je vous dois un épisode sur le cognac, sur l'armagnac. 96,8, c'est surtout ça, 96,8% du cognac est consommé à l'étranger. Ce sont des chiffres de janvier 2025 pour le cognac. 150 pays importent le cognac, et pour les États-Unis, c'est 35%, et la Chine 35% aussi. Singapour 11%. Bon, là c'est des chiffres de 2017. Ça a été plus difficile de trouver la part des pays, que ce soit pour le cognac ou l'armagnac, par rapport à d'autres chiffres plus généraux. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est énorme. Ça veut dire qu'on dépend énormément de ces deux pays pour nos ventes de cognac. Faut savoir que 72 500 personnes vivent du cognac, donc 14 500 emplois directs. En France, sur plus de 88 000, j'arrondis, hectares. Premier vignoble de vin blanc en France avec 10% du vignoble, c'est quand même beaucoup. 4 360 bouilleurs de cru, 240 maisons de négoce, 130 bouilleurs de profession. Ça fait 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et 166 millions de bouteilles à l'export. Donc vous vous rendez compte, c'est énorme. Et donc pour ça, voilà, je disais, il faut boire du cognac, messieurs les Français, mesdames les Françaises, il faut boire du cognac, avec modération évidemment, parce que voilà, il faut défendre cette profession et ce savoir-faire, et qu'il y a des brandis à l'étranger, mais il n'y a que nous qui savons faire le cognac. Et dans les régions particulières dont je vous ai déjà parlé, je vous reparlerai. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le numéro 25 qui est un 25 ans plus, même si c'est marqué XO, de Ragno Sabourin, cognac Grande Champagne. Là, on parle de... C'est une distillerie familiale. Où est-ce que j'ai marqué ça? Je vois, j'ai marqué ça quelque part.
qui existe depuis Ragno Sabourin, et voilà, je l'avais noté. Je sais plus si c'est 1800, voilà, 1850. Voilà, c'est un cognac remarquable, très fin, avec des belles notes, voilà, abricotées, de fruits secs, mais aussi des notes de thé, des notes végétales, un léger boisé, il est très fin, ok, il est à 40, mais voilà, ce que j'ai compris, il n'y a pas d'additif, c'est un très joli cognac. Je vous parle souvent de Gros Perrin, de Valin d'Ersigny, et je vais en reparler encore, mais voilà, il faut parler aussi d'autres maisons Ragno Sabourin. Et pareil, je vais montrer aussi une bouteille pour l'Armagnac. Alors l'Armagnac, on a, là c'est moins grave, mais c'est quand même important, 70% au lieu de 96,8 pour le cognac d'Armagnac consommé à l'étranger. Là c'est un chiffre de 2022 du BNIA. Oui, j'ai oublié de dire 3000 alambics en production pour le cognac, c'est impressionnant. Donc pour l'Armagnac, 70% consommé à l'étranger, 117 pays, on a un peu moins. Et les États-Unis, on redescend à 17,3, mais c'est quand même important. La Chine, 15. Je crois que c'est en valeur. Hein. Y a, alors là, on redescend 1 million 56 de bouteilles vendues à l'étranger. Versus 166, oui, c'est beaucoup moins. Et un peu moins en France. Là, on est à 1982 hectares, donc c'est vraiment, c'est beaucoup moins. 604 producteurs, 172 négociants, 712 détenteurs de stock, 56 millions de chiffre d'affaires global. On est vraiment beaucoup plus bas, mais c'est plus modeste et c'est moins connu. Mais voilà, il faut soutenir aussi l'Armagnac. Et j'ai choisi comme exemple un très joli, très fin Armagnac que j'ai primé, un base Armagnac d'Artigalong, encore là c'est familial également, 1838, je crois que c'est marqué dessus même, c'est une maison depuis, voilà, c'est un single cask, un fût unique, numéro 419, 2003-2023, c'est un 20 ans d'âge. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'y reviendrai, je le chroniquerai. Il y a 3 cépages, Uni Blanc, Baco 22A et Folle Blanche. Donc pour rappel, Armagnac une seule distillation et Cognac 2 distillations. Voilà, on l'a fait courte pour cette fois-ci. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur l'Artigalan? Je ne sais plus. Voilà, 2 entreprises familiales. Voilà, découvrez ces 2 spiritueux qui peuvent se boire aussi en apéritif parfois quand c'est plus jeune. Ou, alors c'est même j'en ai même dégusté en cocktail. Voilà, les gens ne sont pas forcément au courant. Allez dans les salons, déguster, goûter. Au niveau des prix, on reste dans une centaine d'euros pour chacun d'entre eux. On reste sur des choses très très raisonnables. Voilà, c'était mon petit, pas coup de gueule, mais mon petit coup d'appel comme ça. Achetez français et achetez des choses très pointues comme l'Armagnac et le cognac, whisky aussi, mais qui sont pas assez défendus. Voilà. Bon, j'étais un petit peu long. Est-ce que j'ai dit que la journée des spiritueux français, je suis même pas sûr, parce que j'ai dû recommencer à tourner, parce que il y avait un souci de micro. Journée des spiritueux français organisée depuis quelques années par Cédric Ferreira de So Whisky. Voilà, vous avez ses réseaux, vous avez tout là-dessus. Qui organise le salon à Bordeaux. Alors, je crois que c'est mai ou juin, je sais plus, mais vous pouvez voir par ses réseaux. Et donc c'est le cofondateur avec Franck Di Napoli de la journée des spiritueux français, à laquelle j'ai l'honneur de participer. Donc j'enregistre cette vidéo à l'avance pour qu'elle sorte lundi 31 mars. Et il y aura des relais sur les réseaux. Qu'est-ce que je vous propose pour aujourd'hui? Voilà, j'ai été assez long. Je vous propose un petit tour d'horizon à travers ma collection, bien sûr. Des whiskies d'Alsace, bien sûr pas tous. Hein. Il y a d'autres distilleries. Moi j'ai une bouteille de G. Miklo Welsh, W-E-L-C-H-E. Elle est un petit peu loin là pour vous la montrer, mais que je chroniquerai quand j'en achèterai d'autres. Je préférerais en avoir plus à vous montrer. Voilà, je peux pas, encore une fois, je peux pas tout acheter. Parfois j'ai des dons dans cette vidéo, j'en parlerai par déontologie. Vous pouvez aider la chaîne, c'est dans le lien. J'ai une espèce de plateforme de type
financement participatif qui s'appelle Buy Me a Coffee. Voilà, vous pouvez aider. Pour l'instant, je n'ai qu'une seule personne qui aide régulièrement et une seule qui a fait ponctuellement un don. Voilà, ça me permet, moi, d'acheter des whisky, mais aussi d'acheter des places pour des salons quand j'ai pas l'accréditation presse, ce qui arrive malheureusement de plus en plus souvent, et aussi éventuellement de m'offrir un voyage pour visiter pour vous, bien sûr pour moi aussi, une distillerie française notamment. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en préambule? Oui, alors je vous ai beaucoup parlé de Bretagne sur ma chaîne, en anglais et en français, et j'adore la Bretagne, et c'est le pionnier, la région pionnière des whisky français. Voilà, avec Warenghem. Mais, et c'est aussi une des deux régions, et ça il va falloir que j'en parle, qui bénéficie d'une indication géographique protégée. Nous avons, alors, il y a la législation européenne, je ne vais pas revenir dessus pour ne pas être long, qui englobe à la fois l'Écosse par exemple et la France, mais nous avons depuis 2015 deux indications géographiques protégées, seulement deux, même si nos professionnels travaillent pour obtenir, pardon, c'est très compliqué en France, une IGP France, qui serait quand même pas mal. Mais voilà, tout comme il y a eu une bagarre terrible au sein des producteurs bretons, y compris médiatiques et publics, c'est pour ça que je me permets de dire le terme bagarre, entre guillemets, entre distilleries, pour définir les critères voilà, pour obtenir cette appellation. L'IGP Bretagne, ça a été le plus dur entre les producteurs bretons. Il semble que ça a été plus facile pour l'IGP Alsace. Donc pour l'instant, nous n'avons que deux origines. Vous voyez la carte de At Home Whisky, je ne sais pas si elle est toujours en vente, mais voilà, donc je ne vous ferai pas l'injure, l'Alsace en est là. Il faudra que j'évoque aussi la Champagne 3 secondes, parce que je ne l'ai pas inclus là-dedans, parce qu'il y a des spécificités aussi sur les distilleries alsaciennes. Mais voilà, je voulais faire un petit clin d'œil pour cette bouteille qui, elle aussi, a été primée distillerie de Soligny pour un très joli single casque, voilà, dont j'ai déjà parlé, Vendange, qui sera chroniqué à part, qui a déjà été chroniqué sur Instagram. Mais voilà, l'IGP, quelle est la différence? Je vais prendre un petit peu de temps. Encore une fois, vous avez dans la description un minutage, donc s'il y a des choses qui ne vous intéressent pas, par exemple toute cette présentation, vous pouvez aller très vite pour voir les chroniques des 6 whiskies que je vais déguster rapidement autant que possible, voilà, pour vous. Les plus grosses différences, je ne vais pas toutes les dire, entre l'IGP Alsace et l'IGP Bretagne. Bon, donc l'IGP Alsace, région Haut-Rhin, Bas-Rhin. Pour l'IGP Bretagne, il y a davantage de régions, Côte d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Loire-Atlantique, une partie, dont Nantes, la ville de Nantes. Qu'est-ce qui est en commun, qu'est-ce qui est en jeu aussi au niveau du procédé de fabrication? Il y a le concassage de l'orge maltais, le brassage, la fermentation, la distillation du mou fermenté, vieillissement des eaux de vie, réduction, finition et eau utilisée dans l'aire géographique en question. Tout ça sont des critères qu'il va falloir prendre en compte. Il y a aussi d'autres différences. Pour l'IGP Alsace, les céréales utilisées, ça sera que de l'orge maltais, sans transgénique, donc sans OGM. Ce ne sont pas des OGM qui doivent être utilisés. Par contre, les céréales pour la région Bretagne sont plus nombreuses. Nous avons l'orge, mais nous avons aussi du blé, donc du blé, alors je ne sais plus si c'est du blé, du blé tout court, je ne sais plus si c'est du blé blanc ou blé jaune, et du blé noir, donc du sarrasin, qui est autorisé. Donc, je vous ai déjà parlé des DU, par exemple, qui utilise la seule à le faire en France, à ma connaissance, du blé noir. Et même dans le monde, il y en a très peu. Et également, alors c'est une appellation anglo-saxonne, mais le triticale, donc c'est une j'oublie le terme. C'est un hybride, pardon, de blé et de seigle. Triticale, blé et seigle. J'ai déjà parlé d'un whisky comme ça que j'ai. Alors ça y est, j'ai un trou de mémoire. C'est un whisky américain, Dry Fly, je crois, c'est ça, qui est très intéressant.
Le maltage est obligatoire pour l'IGP Alsace, mais elle n'est pas obligatoire pour l'IGP Bretagne, c'est assez surprenant. Ils ont le droit aussi d'utiliser l'épeautre, du maïs et de l'avoine. Donc vous vous rendez compte, déjà il y a une énorme différence. Il y a plus de restrictions, je serais tenté de dire, pour l'IGP Alsace. Également, dans le brassage, interdiction pour l'Alsace, interdiction d'usage d'enzymes exogènes pour la saccharification de l'orge. Dans les contraintes au niveau de la Bretagne, le grain doit être concassé, broyé à la distillerie, mouture ajoutée à l'eau chaude, une température inférieure à 50 degrés. Donc ça, c'est des choses que je découvre aussi. Très honnêtement, je ne sais pas ce que ça signifie, si la température est un peu plus élevée ou pas. Si quelqu'un le sait, dans les spectateurs qui m'expliquent les enjeux d'une température inférieure à 50 par rapport à ça, je vous avoue que je ne suis pas compétent sur la question. Pour la fermentation, pour l'Alsace, il ne faut pas ajouter de produits chimiques qui aident à faire la fermentation, la saccharisation, etc. Pas de chauffage des cuves et pas de contrainte de durée. En revanche, pour l'IGP bretonne, fermentation à la distillerie, chauffage autorisé, minimum 36 heures de fermentation, maximum 12 jours, avec interdiction d'ajout, alors là j'arrive plus à me relire, ah oui, par rapport à la teneur en sucre, entre-temps. Bon, de toute façon, vous retrouverez ça, voilà, une de mes sources, c'est l'auteur Mathieu Accard et whiskyfrançais.com, le excellent blog de cet auteur qui travaille aussi, c'est vrai, à la maison du whisky, s'occupe de la gamme version française, mais a écrit ce livre très important pour le whisky français, une brève mais intense histoire du whisky français, chez Flammarion. Je vais utiliser ça aussi pour vous donner d'autres infos sur les distilleries. Distillation discontinue ou continue, double distillation obligatoire pour l'Alsace. Ce n'est pas simple ou double pour la Bretagne. Alors ça, je découvre ça, je ne savais pas. Double distillation, donc j'ai dit. Chauffage à fenue ou vapeur. Pour la Bretagne, injection vapeur directe interdite. Les alambics à colonne, ou pas, mais pas plus de 3 plateaux pour la rectification, et maximum 25 hectolitres de capacité. Tandis que pour la Bretagne, le titrage doit être inférieur à 88% d'alcool par volume. Et pour un alambic à repasse, donc pour faire du single malt, traduisez, et 94,8 pour faire du single grain à colonne continue. Voilà, c'est très long, je sais, je ne vais pas tout vous dire. Il y a des choses importantes tout de même. Pour la Bretagne, fût de chêne seulement pour le vieillissement, alors que pour l'Alsace, fût de chêne minimum 3 ans, mais pour la finition, autre fût de bois possible. Or, comme vous l'avez vu par ailleurs, on peut utiliser des fûts d'autres essences, notamment l'acacia. L'âge, il n'y a pas de contrainte de mention d'âge au-delà de celle européenne, donc qui est de 3 ans pour la Bretagne, mais s'il y a mention d'âge pour l'Alsace, c'est mention de 6 ans minimum. Donc, ça me fait penser... Ah, j'ai un doute. Quoi qu'il en soit, voilà, vous avez quand même pas mal d'infos. La coloration pour l'IGP Alsace est interdite au 150A, l'essence de caramel. En revanche, elle est autorisée pour l'IGP Bretagne. C'était l'un des points litigieux, d'ailleurs, je crois, entre les deux distilleries en particulier. Une qui a des choses en grande surface, l'autre non. Donc l'IGP Bretagne autorisée à moins de 2% d'obscuration. C'est très précis. Alors, je ne sais pas combien de pourcentage de caramel il faut utiliser pour obtenir 2% d'obscuration. Bon. Voilà, ça peut influer sur le goût, donc c'est important à signaler. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les réglementations.
Avant de passer, donc, je vais parler de 3 distilleries. La distillerie Lehmann, la distillerie Bertrand et la distillerie Epp pour l'Alsace. Voilà, on va dire sans transition. Pour la distillerie Lehmann, donc c'est le whisky le plus léger du set de 6 whiskies, c'est pour ça que je commence par eux. Alors Lehmann, j'ai pas beaucoup de choses, j'ai qu'une seule bouteille chez moi, c'est dommage, mais bon, parce que j'ai goûté de très jolies choses dans les salons récents. Regardez ce que j'ai déjà sorti sur les comptes rendus de salon, notamment à UN Paris et avant, de très jolis blends, ils font de très jolis blends, blended whisky, c'est la vie, bon voyage avec des notes dans la série des oiseaux, là, ils font des jolies choses avec un joli packaging en plus. Et j'ai goûté un gin au safran extraordinaire qu'ils ont fait. Aussi, ils ont plusieurs gins primés d'ailleurs. Enfin bon, on va pas rentrer trop dans les détails. Alors, ce qui me plaît aussi, c'est que ce sont des entreprises familiales à chaque fois. Donc ça, artisanal et familial, c'est génial. Donc Lehmann est à Obernai, a été fondé en 1850. Alors aussi en commun, les 3 distilleries bien sûr produisent des eaux de vie locales de fruits avant toute chose et bien avant de faire du whisky. Donc évidemment la Mirabelle, mais ça peut être la Quetch, ça peut être d'autres fruits. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour Lehmann, première distillation l'an 2000. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, on peut le faire. Je vais quand même mettre mon fameux piédestal pour vous montrer l'unique bouteille que j'ai, mais il y en aura d'autres plus tard. Donc alors, oui, il a eu un prix, ça se nomme Elsace Whisky, Single Malt, et là vous voyez la forme de l'alambic aussi, c'est bien, c'est pratique. Qu'est-ce que j'ai sur ma fiche? Donc 1850, la distillerie, première distillation de whisky en l'an 2000, et donc c'est quand même assez ancien et pour la France, et première sortie en 2007. Moi j'ai une mise en bouteille de 2020 que j'avais eu pour 50 € chez les cavistes. Il a environ 7 ans, mais il n'a pas de mention d'âge officielle. Il a été élevé dans des fûts de Bordeaux blanc et il est réduit à 40%. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, c'est un whisky qui était un peu compliqué à l'ouverture et qui commence à donner le meilleur de lui-même que il y a quelques temps où je l'ai goûté. Donc c'est avec plaisir que je vais y revenir. Alors je sais plus s'il y a sur ma fiche le caramel ajouté ou pas, honnêtement. Je ne l'ai pas noté. Et s'il y a une filtration à froid, donc je ne peux pas vous dire. Voilà, on est sur des notes. Alors il y a l'influence du vin blanc, mais ce n'est pas un nez qui est vineux. Une chose qui est importante pour moi à vous signaler. C'est fin, c'est floral, un petit peu vanillé. Qu'est-ce que j'ai noté? Un petit peu citrique, raisin blanc, vanille. Voilà, c'est mi-végétal, mi-floral, on va dire, avec un petit côté fruité, vin blanc. On verra que c'est souvent des nominations communes à tous les whiskies que je vais déguster. Il y a quand même ce côté raisin qui est très en avant, raisin blanc, et un côté presque inévitablement chardonnay, assez souvent. Et je vois que j'ai oublié quelque chose, oui, mais c'est pas grave, je vais juste l'évoquer. C'est difficile, honnêtement, j'ai des bouteilles que vous ne voyez pas en plus, je vais pas tout montrer, mais qui me permettent moi de penser à des choses que je vais vous dire, mais j'oublie toujours une ou deux bouteilles, qu'est-ce que vous voulez. Voilà, donc on va aller sur le... Il va falloir que je change la note de celui-ci, c'est un moment que je ne l'ai pas noté, et la note va augmenter. Voilà, donc un nez assez invitant. Depuis, alors Lehmann, j'ai goûté de très jolies choses, notamment il y a le 8, que je ne dise pas de bêtises. Non, je confonds avec une autre distillerie dont je vais parler. Mais oui, alors j'ai plus en tête tous les whiskies, il y a le premium, mais je les avais primés il y a quelques années, si vous voyez mon compte rendu Whisky Live 2023, je crois, où il y en a plusieurs que j'avais primés. Alors, santé. En bouche, c'est assez
agréable. Alors, je n'ai pas l'info, mais je pense qu'il y avait une histoire de toastage des fûts qui permet d'avoir presque un équivalent, c'est du fût français, presque un équivalent des fûts de Bourbon. Et après, il y a cette espèce de joli chatoiement, si j'ose dire, floral qui vient des fûts de vin blanc. Très intelligemment choisi, le vin blanc souvent apporte des choses qui reviennent sur des fondamentaux floraux, de raisin qu'on n'a pas forcément avec le vin rouge. Ça va être du raisin, certes, mais on est sur d'autres choses qui se rapprochent presque du Xérès. Voilà, c'est assez joliment fait. Alors c'est 40 degrés, donc c'est pas une super longueur, encore que des fois il y a des surprises. Mais c'est assez plaisant. Il y a une petite acidité, bien sûr, en milieu et en fin de bouche. On va voir ça souvent, mais elle reste raisonnable, avec un petit peu d'eau. Là, toujours, c'est ce côté fruit blanc, fleur blanche, que j'ai du mal. Alors, le côté croissant, l'abricot, j'avais noté, qui est assez agréable aussi. Un côté crème caramel. Pour le côté maltais, il y a un côté maltais dont j'ai pas encore parlé, oui, c'est vrai. Crème caramel, céréales maltais, petit déjeuner. Et il y a un côté floral, donc c'est assez sympa d'avoir les deux. Pour ce qui est de la note, elle va augmenter. Je demande un instant, je vais essayer de poser. Voilà, donc 87, c'est pas si mal, c'est pas mal. Hein. C'est une bouteille qui a vraiment bien évolué. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre très vite? Parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Je vous ai déjà dit que la France avait parmi ce qu'il y a de plus différent et vaste au niveau du type d'alambic. J'y reviens pas trop, mais vous voyez un peu ça. Et alors, qu'est-ce que j'ai noté pour Lehmann, 6 générations de savoir-faire, dit Mathieu Accard, effectivement. Oui, Distillerie Lehmann, elle a le label EPV, Entreprise du patrimoine vivant, attestant le savoir-faire rare et ancestral de l'établissement. Bon, référez-vous au livre éventuellement, je ne vais pas tout vous raconter. Mais voilà, beaucoup voilà, 7 ans en fût de Bordeaux, marqué par les fruits compotés, poires, coin, orange confite, oui, peut-être aussi. Alors, version Gold, oui, intéressante, avec 1 an en fût de Sauterne, 6 ans en fût de vin blanc. Et le Premium, voilà, dont je voulais parler, avec 8 ans en fût de Sauterne, qui a un côté raisin de Corinthe, cuir et cacao. Et ce dont je parlais, oui, c'est la gamme Birdie, où il y a blé, orge, seigle noir, alors ça je ne savais pas, et maïs. Donc un très très joli set de single, de blended whisky chez Lehmann. Alors on va passer à la distillerie Bertrand. Là on est à Hubérard et une fondation en 1874, première distillation en 2003, première sortie en 2006. Donc on est 1 an avant et on est des 3 distilleries dont je vais parler, la plus ancienne pour ce qui est de sortir le premier whisky. Pas de distiller, mais de sortir le premier whisky. Donc là, je vais parler aussi brièvement de la distillerie. Et là, c'est un cas particulier. Vraiment, merci encore à M. Metzger. C'est un cas particulier où très vite, les bouteilles m'ont été offertes, alors que, en fait... voilà, sur le stand où j'étais, j'ai vraiment presque tout goûté et tout adoré, et donc j'étais dithyrambique. Et donc je leur ai demandé les tarifs qu'ils m'ont envoyés, et je m'apprêtais à commander, mais il y avait des manques de précision sur les prix, et du coup ils m'ont carrément tout envoyé les 5 alors que j'avais, voilà, bon, les 5 que j'ai préférés, alors que j'avais... Donc voilà, est-ce que ça va changer ma note, vu qu'elle était, et j'ai communiqué dessus avant de recevoir les bouteilles, vu qu'elles étaient très positives? Non, ça ne change rien. Vous pouvez en douter, encore une fois, j'explique toujours ce qui se passe quand on m'envoie des choses
Si on veut m'envoyer des choses, je suis contacté avant, etc. Bon, je me voyais très mal renvoyer tout ça alors que j'ai déjà approuvé et j'ai vraiment apprécié. Donc mille merci encore à Jean. J'oublie le prénom, pardon. Je crois que c'est Nathalie, mais je ne vais pas dire de bêtises. Véronique, pardon, Véronique Rank, voilà. Qui s'occupe, entre autres, bien sûr, gestion et de la presse. Alors, il y a beaucoup de marques chez Bertrand. Il y a une chose dont je ne vais pas parler ici, sauf il faut que je la mentionne, parce que c'est passionnant comme création et c'est un peu unique. Mais je vais la confronter bientôt dans une vidéo avec deux autres eau de vie de bière. Sauf que là, c'est mélangé à de l'eau de vie de Malte. Et ça s'appelle Birski. C'est extraordinaire. Je trouve ça génial. Même le packaging, tout. C'est super. C'est vachement gourmand. J'en reparlerai dans une confrontation avec celui de Houche-Nanon que j'ai déjà. Et une autre eau de vie de bière qui, elle, n'est pas vieillie, mais qui est extra de chez Tos Distillery, le Lumulus, que j'ai pas encore à la maison. Mais alors, je vais goûter deux choses de chez eux. Pour vous, le single malt Saint-Vendelin et ensuite le single malt Uberach collection casque couleur, le casque bleu. Voilà, ce jeu de mots effectivement amusant. Voilà, d'ici Bertrand, ils savent maîtriser les fûts de vin comme pas deux. En Alsace, voilà, il y a énormément de distilleries, contrairement à la Bretagne, qui s'appuient sur les fûts de vin, davantage que la Bretagne. C'est aussi une chose que je pouvais dire. Ah, bien sûr, les exceptions, etc. Mais voilà, qu'est-ce que je peux dire? Là, c'est une... on voit un peu les détails là sur l'étiquette. C'est une bouteille 50 centilitres comme la suivante. Le prix de vente est de 59,50, le prix conseillé. On est sur donc un single malt de 5 ans avec le principal, millésime 2015 en bouteille en 21, 46 degrés. Alors là, il n'y a aucun additif. On est sur du sérieux, pas de filtration à froid non plus. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? 1398 bouteilles, chaîne français locale. Est-ce qu'ils disent plus que ça? Je ne sais plus si j'ai noté au niveau du fût. Ouais, le vin utilisé, je ne sais plus, là j'ai un trou de mémoire. Mais oui, il y a du fût de vin utilisé. Bon, c'est du vin d'Alsace. Hein. Là, j'ai un trou de mémoire par rapport à l'autre version. Là, je m'excuse. Je sais plus si c'est du pinot noir ou pas. Là, je sèche. J'ai pas le temps de vérifier par ailleurs. Excusez-moi, mais il me semble. Hein. Donc oui, là on est sur un autre, on est sur du raisin, on est plus sur du raisin blanc, effectivement, raisin noir. Il y a aussi ce côté presque soufré qui est encore plus important dans une autre version également primée qui s'appelle le souffle volcanique X, où là vraiment c'est très très intéressant ce côté presque fumé. On a presque souffré, mais c'est pas non plus très net. C'est un côté vert aussi, effectivement. Et puis, il y a ce côté végétal, et épices douces, cannelle, muscade, peut-être anis, j'ai noté, mais ça c'est en bouche. Et un peu herbacé, légèrement maltais. J'ai noté très droit au niveau du nez. Il y a une intensité qui peut être déroutante. On va aller en bouche sans dilution d'abord. Voilà, il y a vraiment une légère tannicité, mais c'est surtout une belle structure. Et un côté boisé fin, très légèrement épicé. On est droit également sur le raisin. Mais c'est pas chatoyant et floral et aussi floral que le précédent. On est à 46, oui.
Mais alors moi j'ai noté aussi, oui, des pommes cuites, mais aussi du bois toasté, des épices de Noël. On est un peu plus sur l'Alsace, si j'ose dire, sur des marqueurs alsaciens hivernaux. Quelques gouttes d'eau et on va passer au suivant. Là encore, voilà, c'est beaucoup plus... J'aurais du mal à détailler, surtout comme ça, une vidéo collective. Mais il y a une générosité et une complexité qui est difficile à décrire. Mais en même temps, on reste sur un profil relativement sec. Mais voilà, moi j'ai mis 89, c'est vraiment, ça a été primé aussi. C'est une distillerie qui fait des jolies choses avec beaucoup de caractère. Très très vite. Vous voyez un petit peu les choses de chez Bertrand ici, les chais, une cuve, je sais pas si c'est une cuve de fermentation, non, je crois que c'est plutôt de réception du distillat, pas sûr. Voilà donc le projet, donc c'est un petit village de Val-de-Moder. En 2003, lorsque la maison mère veut engager la production de whisky, le projet séduit immédiatement l'équipe d'Iberard, distillation prise en charge par Jean-Georges Fröhlich. Puis à partir de 2004, Laurence Val, développement du whisky confié à Jean Metzger. Voilà, alors je ne sais pas quelle est l'actualité de Distillerie Bertrand. Il se dit des choses. Je ne veux pas répéter des choses dont je ne suis pas sûr, donc je n'ai pas pu avoir confirmation. Mais voilà, j'espère que ça va et qu'ils sont toujours en production. Seuls 50 fûts ont été produits les premières années d'exploitation. Ensuite, ça a augmenté légèrement, si j'ai bien compris. Elle dépend aussi de la brasserie Huberard qui fournit le mou de la distillation. On est sur un alambic Holstein, là, comme chez Toss Distillery Artesia, dont je vous ai déjà parlé. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Beaucoup de barriques de fûts de Bourgogne, effectivement. Voilà. Bon. On va être bref parce que on est déjà, ça va faire une longue vidéo. Donc voilà, Saint-Vendelin c'est une gamme, les casques couleurs sont une autre gamme. Là on va déguster un autre whisky que j'ai primé sur ma chaîne. Vous voyez un peu les détails, c'est sympa, je trouve qu'il donne beaucoup d'infos. Argile bleue numéro 1, encore 50 centilitres, 48 degrés, pourcentage d'alcool. Là on est à 7-8 ans. Pardon, 2022, 2014, distillation 2022, 535 bouteilles. On est sur des tout petits lots à chaque fois. Alors, vin du sud de la vallée du Rhône, Rasto, vin doux naturel. C'est les deux fûts utilisés. Et donc, on va aller sur le nez. Alors là, par contre, voilà, je sais qu'il n'y a pas d'additif. On a beaucoup de viscosité. Au niveau, voilà, on est 5 sur 5 en viscosité, les jambes s'accrochent très très longuement. Alors on est un peu sur le même concept que le précédent, mais on monte en intensité et en gourmandise et en gras, à mon avis. On a à la fois des mûrs, fruits des bois, on a un côté floral, fruits rouges, fruits mûrs, mais aussi un côté cerise à maquereau, légèrement acide, RL, cerise à maquereau, groseille, et également un côté marqué, côté végétal, thé noir, thé vert, donc un côté exubérant et complexe. C'est pas pour tout le monde hein, ce type de whisky, c'est clair, c'est pas du whisky commercial avec le caramel, la vanille, les fruits, basta. C'est plus particulier, mais pour les amateurs exigeants ou les gens qui veulent découvrir autre chose que des choses très standards, c'est très intéressant. Donc voilà, très jauné, très complexe. Là encore, ce côté presque fumé qui est fascinant. Presque soufré fumé, mais ça reste tout à fait raisonnable. Sinon, ce serait un défaut. En bouche, santé.
Ah oui, oui. Et ce mélange de fruits rouges, fruits mûrs, légèrement acidulés, mais également des tanins fondus, mais quand même présents, c'est assez, assez fascinant. Je crois que je vais pas changer la note. Ah, c'est magnifique. Là, on est à 70-71 € au niveau du prix. Rajouter un petit peu d'eau comme d'habitude. Donc oui, je vous parle souvent de whisky breton, ils sont très bons, il y en a vraiment de très très bons. Et j'en ai encore à chroniquer, hein, j'ai encore quelques armoriques à chroniquer. J'ai toujours pas pu acheter les galades, mais bon, on peut pas tout faire. Mais voilà, il fallait que je vous parle davantage que dans un contexte que de whisky de bouteille primée. Il fallait que je vous parle en français de ces whiskies. J'ai du mal à être très précis, vous m'excuserez, sur les notes. Mais voilà, il y a un côté vraiment végétal, y compris soit des herbes sèches, vraiment presque un côté salade aussi, salade verte. C'est très complexe dans le végétal, dans le floral et dans le fruité. Voilà, vraiment très très belle complexité. Donc ça c'était le casque bleu avec sa bouteille façon bouteille de bière de la brasserie, c'est assez drôle. Beaucoup d'humour aussi dans les différents... Et donc, oui on est à 90,5, hein, mine de rien pour la note chiffrée, ça rigole pas. Ensuite on va passer... où est-ce que c'est? On va passer à une distillerie qui a une particularité qui est que il y a la distillerie officielle, donc EP, H-E-2-P. Et voici encore un jeu de mots. Leur étendard, le The Johnny Epp, mais ils en ont plein d'autres, hein, de la distillerie Epp. Celui-ci, j'ai déjà chroniqué, je crois, en français et en anglais. Je ne vais pas le chroniquer aujourd'hui, c'est d'une grande exubérance florale. J'ai chroniqué, mais peut-être pas de manière aussi claire, la version Tarsis Sherry Cask. Là, je crois que c'est un 8 ans, mais je suis pas sûr. Affinage en fût de sherry, pour le coup, on revient vers des standards plus proches de l'Écosse. C'est très joli, de très jolis whisky, mais je vais parler de leur branche de négoce qui s'appelle Awa Authentic Whisky Alsace, sachant qu'il y a aussi le distillat qui est vendu à Émeric Roborel de Climens pour tous ses whiskies, et c'est extraordinaire ce qu'il fait avec, honnêtement. Et aussi, il y a des collaborations entre Émeric et la Maison Monique, qui est aussi distillateur, autour des whiskies d'Alsace de chez Epp. Mais on va parler de la gamme Awa, et donc j'ai pu déguster, il y en a 4 ou 5 qui ont été primés carrément, dans le dernier bilan des whisky 2024, que vous pouvez voir en anglais. Et parallèlement à ça, je remercie Denis Once. Moi, j'ai acheté les 3 bouteilles, je tiens à préciser quand même. Mais il m'a envoyé parce que je suis arrivé en toute fin de salon et il n'y avait presque plus rien sur la table, mais le peu que j'ai goûté m'a vraiment séduit. Et du coup, j'ai voulu en savoir plus et il m'a envoyé quelques généreux échantillons. Et donc, j'en ai sorti 3 là, je ne peux pas parler de tout. Mais... là, c'est une gamme exceptionnelle de brut de fût à très petit tirage, 60 bouteilles à chaque fois. Alors, attendez, est-ce qu'on voit mieux comme ça? Série 1, donc vous voyez que c'est bien marqué distillerie artisanale Epp. Pour le coup, la Epp a été fondée à Uberach aussi, mais en 1972. Première distillation 2005, premier whisky sorti 2008. Là, je crois qu'il y a des photos aussi, très vite. Bah oui, je sais, on va aller sur 1 heure au moins de vidéo, mais bon, voilà. Une très jolie photo de l'alambic, là, qu'Yannick Epp a transmis à Mathieu. Alambic Christian Karl, double distillation, voilà, enfin, il y a beaucoup de choses à dire. 3 chais, qu'est-ce que je peux dire d'autre?
Voilà, 3 générations. Il y aurait beaucoup, voilà, on peut pas, je vous engage vraiment à acquérir ce livre et surtout, si vous pouvez pas ou si ça vous intéresse pas, d'aller en ligne voir le site de Mathieu Accard, whiskyfrançais.com. C'est le plus complet pour moi sur le whisky français, bien plus que le mien, qui est vraiment pauvre sur ce sujet-là, j'en suis navré. Parce que l'actualisation que j'ai faite est surtout en vidéo depuis que le site est en rade, vidéo et Instagram. Donc qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu d'abord le Gewürztraminer réduit à 43, je vous parlerai du brut de fût après. Très joli, très fin, mais je préfère le brut de fût. Il y a un truc qui est génial, qui est le Très Bourgondi, là, il me reste ça de l'échantillon. Le Très Bourgondi, c'est un assemblage de 10 ans de fût, donc ayant contenu du Gevrey Chambertin, du Corton et du Puligny Montrachet. Donc là, on est vraiment Pinot Noir et deux Pinot Noir et un Chardonnay, je cite. Non filtré à Froidon caloré, 48,6%, c'est extra. Très fin, très joli fruits rouges là-dedans. 90 sur 100, voilà, c'est tout simplement. Un que je n'ai pas encore, mais qui est sur ma liste d'achat, c'est celui qui a eu la plus forte note avec 91,5. Alors on voit pas bien, je suis désolé, c'est le brut de fût comme celui-ci, même packaging, mais gigondas. Là pour le coup, on sort des vins d'Alsace, mais sublime, 61 degrés aussi, vraiment très très puissant. Il rappelle la vallée du Rhône, voilà, Grenache et Syrah, 8 à 9 ans. Là, pour le coup, on se rapproche vraiment de ce que fait, pour info, pour vous donner une idée de ce que fait Emmerich avec les grenaches quand il fait des finitions grenache rouge. Au grenache noir, au profil aromatique, on se rapproche de ça. Mais nous, on va parler des 3 bruts de fût que j'ai achetés. Le prix, c'est environ 85 € plus le frais de port. Pourquoi j'ai pas fait la version anglaise de ça, alors que j'en ai déjà parlé dans le Whisky Life Paris, meilleur whisky de l'année, etc. Enfin, favori de l'année, etc. Parce qu'ils sont difficiles à trouver, à mon avis, à l'étranger. Donc, on va plutôt se concentrer en français là-dessus. Ce sont des petits bijoux, honnêtement. Allez-y, parce que voilà, c'est de l'artisanat alsacien de haute qualité. Ce que je voulais dire, voilà, Pinot Gris, Gewürztraminer, je balance entre les deux pour vous dire, ça me fait penser, avec ce côté presque chardonnay, chatoyant sur le vin blanc, ça me fait penser au Ardnamurchan Paul Le Noir-Élise que j'adore, que je vous recommande, dont j'ai fait récemment une chronique en anglais. On est vraiment sur des choses atypiques pour Ardnamurchan, certes, mais vraiment de haute qualité, alliant les fûts de Bourbon aux fûts de Chardonnay, Chardonnay de Champagne, mais à majorité Chardonnay, semble-t-il, et c'est superbe. Là aussi, on est un peu plus discret sur le Pinot Gris, mais on a des jolies notes de vin blanc, du côté presque amande au nez, avec un côté à la fois vert et presque citrique, mais très léger, en bouche. Alors là, on est sur un 6 ans, les 3 là. On est sur 6 ans d'âge environ, dont 2 ans à 3 ans ont passé en fût de autre chose. Là, c'est Pinot Gris. Mais avant, ce sont des refills, d'après ce que me dit Denis. Ce sont toujours des fûts qui ont contenu d'autres whiskies de chez eux. Et donc, c'est du fût de chêne français, mais avec ex-fût de vin aussi. Voilà, évidemment, ils sont rincés, etc. Oui, j'aurais pu vous parler aussi du stout. J'ai oublié le brut de fût stout, qui est pas mal aussi, en lien avec la brasserie Bendorf de Strasbourg. J'ai oublié de parler de ça. Il y a d'autres versions aussi, je ne peux pas parler de tout ici. Voilà, très joli nez. Très harmonieux sur le raisin blanc, le côté amande, effectivement, que j'ai noté. Presque chocolat blanc, ouais. On va aller en bouche sec, ensuite dilué. Là aussi, on est entre l'amande et le raisin blanc. Avec ce côté très intéressant, très discret, légèrement épicé, légèrement tannique, mais vraiment, on est dans la subtilité. On est presque trop discret. Je vais l'ouvrir.
Mais j'aime beaucoup ce profil élégant. Et bon, c'est le distillat de Hep, il est extra. Moi, j'ai d'autres versions à chroniquer. Malheureusement, j'ai pas le New Make, il faudrait que j'aille sur place. Le distillat pur, je veux dire non vieilli. Ouais, vraiment, c'est très joli. Côté vert, qu'est-ce que j'ai noté? J'arrive même pas à me relire. Oui, amande, je crois que c'est ça. Amande, vanille, chocolat blanc et le raisin blanc. C'est très droit, là encore, on est dans... Mais voilà, il y a beaucoup d'élégance, beaucoup de finesse. J'aime assez, même si vous allez voir que les deux suivants sont plus gourmands. Ça vient avec des étuis comme ça, où vous voyez l'alambic un des alambics de Hep. Voilà, vous avez aussi des infos. On est sur du local. Est-ce qu'on peut parler de terroir? Je pense que oui. Voilà, là c'est la version que j'ai achetée en premier qui m'a vraiment époustouflé, que j'aime beaucoup. On est toujours, c'est un choix, je pense qu'il y a une très légère réduction, même si c'est marqué cask strength. Voilà, bon, ça a coûté quoi? 120 € avec les frais de port en bouteille unique. Après, j'ai acheté les deux autres d'un coup. Je n'ai pas de détails sur le vin, donc à part que c'est le Gewürztraminer. Évidemment, on a l'exubérance un peu exotique, un peu toujours un peu litchi, un peu... mais pas tant que ça. Voilà, très verte du Gewürztraminer. Ok, bon, alors, du coup, on est sur un vin, je pense qu'on peut dire moelleux, oui. Je ne dis pas de bêtises. Donc c'est riche. Il y a une belle sucrosité, mais qui n'est pas excessive. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, alors, sur toutes ces bouteilles, vraiment, il faut les aérer. Il faut laisser 10 minutes dans le verre, sinon c'est un peu trop vert à l'ouverture. Ce sont des whiskies qui demandent du temps d'aération. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc le nez, floral, fruité, végétal. Il y a un côté pomme verte, un côté très très printanier. On va aller en bouche sans dilution. Ah oui, oui, oui. Oh là là. Si vous aimez le Gewürztraminer, l'influence est importante. Elle va pas trop vers les fruits exotiques, mais elle va sur le côté... pas comment dire, un peu comme le pinot noir sur l'amande, le côté vert, végétal et le raisin blanc, mais de manière plus puissante. J'ai du mal à être précis, j'en suis désolé. En fait, vraiment, ça s'adresse aux amateurs de vin d'Alsace, mais pas seulement. C'est quand même du whisky. Et la céréale est toujours là. Hein. C'est ça qui est génial avec Hep, c'est que c'est rare que le distillat, qui est très puissant, soit écrasé par les affinages. Là, on parle plutôt de deuxième maturation, à mon avis, que d'affinage dans le cas de cette gamme. Je peux pas m'empêcher de penser à des feuillages, aux feuilles de vigne qui servent pour certaines spécialités. Les dolmadac et les feuilles de vigne farcies. Il y a ce côté vraiment vert, mais pas agressif et pas écœurant, et c'est pas le bois vert non plus. C'est vert végétal. C'est très joli, vraiment très joli. 90,5 sur 100. Également primé. Alors je sais plus, j'avais sorti les feuilles, mais il y a 5 whiskies de chez Awa, donc Hep, qui ont été primés cette année. Et encore, c'est seulement au début d'année, une fois que j'avais donné, enfin, il y a quelques semaines après avoir donné mes prix,
dans mes Favorite Whiskies of the Year, la vidéo, que j'ai pu goûter dans un autre salon, c'était à Wine Paris, le EP 11 ans, le nouveau 11 ans Sherry, qui est superbe, absolument superbe, qui s'il avait été testé avant, aurait reçu aussi un prix. Le 8 ans qui est très joli, et le 11 ans c'est encore une étape de plus franchie dans la qualité. J'ai quoi là? J'ai Gewürztraminer. Et je vais passer au Brut de Fût Pinot Noir, qui est le dernier whisky en dégustation. On est déjà à 1 heure. Au passage, qu'est-ce que j'ai en dessous de verre? Distillerie des Scories, qu'il faut suivre, qui vont sortir bientôt leur premier whisky, parce que j'ai chroniqué le Pure Malt, et j'ai pu acheter, j'ai pas encore ouvert une version brute de fût, vraiment à très fort voltage, qui était très bonne, mais ils vont bientôt sortir leur premier single malt. Donc distillerie des Scories, là c'est l'Auvergne. En dessous de verre, qu'est-ce que j'ai sous Bertrand? J'ai les coasters sous whisky de Cédric. Et pour les Awa, c'est une acquisition récente d'un lieu qui est une plateforme de vente en ligne. Ça a été racheté par Pernod Ricard, oui, le choix est plus restreint, oui, mais c'est quand même sympa. Et surtout, ils ont des super, dans le bar qui est à Saint-Lazare à Paris, Drinks & Co, ils ont des super dessous de verre en plastique avec un côté relief qui permet au verre d'adhérer, qui est génial pour ne pas massacrer vos dessous de verre. Et là, alors là, on rigole plus. Vous avez vu la robe, tout est naturel. Là, on est vraiment dans presque la cajou. Et donc là, c'est le fût de, je dis pas de bêtises, le Pinot Noir. Et là encore, on a 2 à 3 ans de Pinot Noir, fût de chêne français, bien sûr, 60 bouteilles seulement, comme les 2 autres. Et là, on est vraiment dans la gourmandise. Le fruit est très dense sur ces raisins noirs, sur presque ces cerises confites noires. Il y a vraiment un côté fruit noir, y compris peut-être des mûres. C'est très dense, très noble, très, très bien fait. On va aller très vite sur le palais. Wow. Là, c'est plus épicé, plus puissant, un peu plus tannique. Côté un peu poivre noir, limite, mais aussi un peu Sichuan parce que c'est un peu acidulé. Mais c'est le Pinot Noir, c'est la puissance de Pinot Noir en vin déjà, en tant que vin, qui s'accommode très bien de la cuisine asiatique, chinoise, indienne d'ailleurs, pendant que j'y suis. C'est un bon compagnon pour ces cuisines riches-là, parce que c'est charpenté, c'est puissant, et il y a quand même du fruit. Voilà, on a vraiment une sublimation du vin par l'alcool, et moi, c'est ce que je trouve la grande maîtrise de EP, et aussi des gens comme Émeric qui travaillent là-dessus, qui arrivent à sublimer vraiment Là, les notes sont très, très élevées. Il faut laisser plus de temps. Moi, j'ai laissé plus de temps quand je mets des notes, que je reste une demi-heure dessus. Hein. Là, on n'a pas le temps. Mais voilà, j'ai vraiment noté cette symphonie de fruits rouges et fruits noirs, cette charpente, cette longueur en bouche qui est exceptionnelle. Et on arrive effectivement à 91,5 sur 100. C'est pourquoi je crois que c'est le deuxième whisky favori de l'année après le Rampur Single Cask pour 2024. Et troisième derrière, je crois que c'est le Gewürztraminer. Enfin bon, je veux dire, il y a 3 ou 4 ou 5, je sais plus, à différents stades AWA EP qui sont primés en favori de l'année pour toute catégorie, et en favori de l'année France, et World, et donc France, et donc vraiment chapeau bas quoi. Je vais rajouter encore un petit peu, même s'il ne faut pas trop
Donc voilà, du concentré de fruits et de bons vins d'Alsace. Franchement, allez-y, quoi. Ah, non, il y a du chocolat noir qui arrive aussi. Waouh. Voilà, bon, c'est bref, c'est un survol. J'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous connaissez ces whiskies ou si on a d'autres à recommander d'Alsace. Hein, bon, je suis conscient qu'il y a d'autres distilleries, on a des nouvelles aussi. J'ai pas tout goûté, mais voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Merci et à bientôt. Je ne sais pas quand en français et à bientôt d'ici 1 ou 2 semaines en anglais. Au revoir.